Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, je vais passer la parole à Madame Micolo-Marcel. Madame Micolo-Marcel, je cherche la petite fiche sur laquelle j'ai votre impressionnant CV. Le voilà. Alors, je disais pédagogue, vous avez en fait commencé votre carrière dans un service d'information, dans un ministère public français, et puis vous avez été aussi juriste dans le secteur privé, donc vous avez une expérience du privé. Vous avez travaillé ensuite à l'autorité des marchés financiers, donc vous êtes donc très qualifié pour ce que vous allez nous dire aujourd'hui, et puis vous êtes maintenant responsable de cet institut pour l'éducation financière du public, la Finance pour tous, qui a été créée en 2006. C'est une association française d'intérêt général et dont l'objet est de promouvoir, d'expliquer, de promouvoir la culture ou l'éducation du public sur les concepts monétaires, bancaires et financiers. Alors vous allez nous faire partager, avec pédagogie donc, votre compréhension de la crise actuelle, de ses causes et des solutions proposées. Je vous laisse la parole. Alors, je sais pas. Est-ce que ça marche? Oui. Je crois que normalement ça devait marcher tout seul. Voilà, comme ça. Voilà, maintenant ça marche. Voilà. Maintenant ça va marcher. Bon, on aura. C'est pas très joli, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est comme ça. Bon. Bonsoir. Écoutez, vous mettez la barre très très haut. Vous avez dit 15 fois que j'étais pédagogue, donc bon. Non, en réalité, je suis la version grand public de la pédagogie qu'on va essayer de faire ce soir, parce que M. Cartapanis va pas être très content si on me traite de pédagogue et pas lui. C'est quand même un enseignant émérite. Donc voilà, moi je vais essayer d'être claire, et en tout cas je suis donc la version très grand public. Donc normalement, ce que je vais vous dire va être simple. Et si vous ne comprenez pas, vous levez la main tout de suite et bon. Et j'essaierai de vous expliquer. Ça voudra dire que j'ai pas bien réalisé que ce que je disais était finalement pas si compréhensible que ça. Bien, donc je vous laisserai m'interroger après le débat sur ce que fait l'Institut pour l'éducation financière du public et la Finance pour tous. Je ne vais pas vous raser avec ça. On va commencer directement par le vif du sujet. J'ai mis un sous-titre, puisque le thème général de la soirée, c'était l'euro, l'Europe et votre argent. Il fallait quand même essayer de cerner un peu le sujet. Et moi, je vais vous parler de la crise de l'euro. J'ai mis un point d'interrogation parce que c'est pas évident que ce soit une crise de l'euro. C'est peut-être une crise d'autre chose. Donc, on va y aller. Donc, ce qu'on va faire ensemble ce soir, c'est d'abord d'essayer de cerner le sujet. De quoi parle-t-on, hein, crise de l'euro? C'est un peu ce que je vous disais à l'instant. Ensuite, on va essayer de comprendre d'où vient cette crise et de savoir quelles sont les solutions possibles. Je précise que je ne parle pas en mon nom personnel. Je ne défends pas une thèse, bien qu'on ne soit jamais complètement neutre. Mais je vais essayer de vous faire partager ce que disent les uns et les autres et ce qu'on peut penser, d'essayer de clarifier les termes du débat sans prendre nécessairement parti. Alors, de quoi parle-t-on? Voilà. Donc, on va essayer de distinguer entre l'euro, l'Union européenne, l'Europe. Voilà. Alors, on va le faire en carte. Ça, c'est une carte de l'Europe. Et si je clique un coup, c'est voilà, la carte. Les pays en vert, ils sont membres de la zone euro. Et puis, c'est pas la même chose que les membres de l'Union européenne, puisque les membres de l'Union européenne, c'est ceux de la zone euro, plus ceux en vert foncé. Et il y a des membres de l'Union européenne qui ne sont pas des futurs membres de l'euro, mais qui ont a priori écarté le principe de l'adoption, de l'intégration de la zone euro. C'est le Royaume-Uni et le Danemark. Et puis là, il y a au contraire des États qui ont décidé, bien que n'étant pas membres de l'Union européenne, d'utiliser l'euro. Le Kosovo, le Monténégro, et puis évidemment Monaco, Andorre, le Vatican, mais ça c'est un peu pour le fun. Alors je voulais commencer par si on est toujours dans de quoi parle-t-on, comment est né l'euro, d'où ça vient? Alors peut-être que vous savez tous que ça a été d'abord créé par le traité de Maastricht. C'est là que l'Union économique monétaire a été lancée. C'était donc en février 92. Ensuite, donc là, il n'existait pas d'euro, mais on avait, dans le principe, on avait prévu de créer l'euro. Ça marche pas. Ah oui. En décembre 95, on avait franchi une première étape.
c'est l'acte de naissance de l'euro, puisqu'on avait adopté le nom de la monnaie unique. C'était pas évident, il y a eu plusieurs projets, mais voilà. En 97, il y a eu la signature du pacte de stabilité et de croissance, avec le fameux critère du déficit maximum de 3% et de la dette publique maximum de 60% du produit intérieur brut, le PIB. Ça, vous avez dû en entendre parler beaucoup parce qu'on se positionne par rapport à ces 3% qui n'ont pas finalement été respectés, mais qui sont quand même toujours d'actualité. Ensuite, en juin 1998, on a créé la BCE et le système européen des banques centrales. La BCE, c'est la Banque centrale européenne. La BCE plus les banques des États de l'Union européenne, c'est-à-dire l'ensemble, pas ceux de la zone euro plus les autres. Ça forme le SEBC, le système européen des banques centrales. Et ce qu'on appelle l'eurosystème, c'est la BCE plus les pays membres de la zone euro. Bon, voilà. Le 1er janvier 1999, l'euro est devenu la monnaie unique de 11 États membres, auxquels se sont rajoutés, alors je pourrais vous demander si vous savez, mais on n'a pas le temps, rejoint donc le 1er janvier 2001 par la Grèce, le 1er janvier 2007 par la Slovénie, le 1er janvier 2008 par Chypre et Malte, le 1er janvier 2009 par la Slovaquie et le 1er janvier 2011 par l'Estonie. Et puis le 1er janvier 2002, l'euro a été mis en circulation. Et en mars 2005, c'était toujours là, il y a eu un... Voilà, c'est une date importante puisque c'est la première fois qu'on a assoupli le pacte de stabilité et de croissance. C'est-à-dire qu'on avait prévu 3%, pas plus de 3% de déficit et pas plus de 60% de dette publique. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu strict, que ça pouvait dépendre des circonstances. Et donc on a mis un premier bémol à cette règle. Ensuite, en octobre 2008, ça a été un plan européen anti-crise. Entre-temps, il y avait eu la crise des subprimes aux États-Unis en 2007. En novembre 2009, je date ça de novembre 2009 à mai 2010, alors évidemment c'est un peu schématique, hein, mais c'est les débuts de la crise grecque. Sans doute que vous reviendrez dessus. Donc en novembre 2009, la Grèce a annoncé un déficit de 12,7%, alors que jusque-là on tablait sur 5,7%, donc ça a été un peu un coup de tonnerre. En avril 2010, il y a eu un premier plan d'aide à la Grèce. On l'aidait à hauteur de 30 milliards. Le mois suivant, on avait porté le plan à 110 milliards et on avait créé le Fonds européen de stabilité financière. En mai 2010, la crise... Évidemment, tout ça, c'est pas juste au 1er mai 2010 que la crise s'étend, mais enfin, c'était pour simplifier un peu la présentation. La crise s'étend à d'autres pays d'Europe, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, et les banques centrales commencent à racheter de la dette publique et les plans d'austérité commencent à se mettre en place. En mars 2011 est créé le mécanisme européen de stabilité et le pacte pour l'euro plus. Je crois que ce n'est pas la peine de donner trop de détails là-dessus, mais bon. Le 21 juillet 2011, on décide un plan de sauvetage de la Grèce et des autres pays de la zone. Et en septembre-octobre 2011 est adopté ce qu'on appelle le six-pack pour une meilleure gouvernance économique. Bien. Alors, ensuite, voilà. C'est pas pour vous mettre des dates dans la tête, c'est juste pour éclairer le débat. Ensuite, le 26 octobre 2011, de nouvelles mesures pour rétablir la confiance. En novembre-décembre 2011, alors là, l'Europe se mêle... Les dirigeants européens pèsent de tout leur poids pour faire démissionner deux chefs de gouvernement, l'un grec et l'autre italien. On peut se poser, ça a suscité un certain nombre d'interrogations sur la gouvernance. Est-ce que c'était bien à l'Europe de décider ça pour les gouvernements? Est-ce que c'était bon? Donc il y a eu tout un tas de débats sur le sujet. Il y a eu également de nouvelles élections en Espagne, et ces trois pays ont, de même que les autres, mais ces trois pays en particulier, ont
mis en place des plans d'austérité. Ensuite, le 21 février 2012, un nouveau plan de sauvetage de la Grèce. Et le 1er mars 2012, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire, qui reprend un certain nombre de dispositions déjà décidées auparavant, qui les regroupe, et ce traité devrait être approuvé dans l'année qui vient. Bon, c'est en tout cas un enjeu. Alors au fond, on parle de... Oh là, un drôle de truc là. Bon, c'est pas du tout... Il y a eu des problèmes bon, bah, c'est incompréhensible, donc c'est pas grave, ne regardez pas. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on dit qu'il y a un problème dans la crise de l'euro ou la crise de on ne sait quoi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, finalement, c'est bizarre parce que la zone euro, par certains aspects, hein, la zone euro, dans son ensemble, ne va pas si mal. Bon. Alors, c'est ce que je tentais de vous présenter dans ce tableau qui a dérapé. Donc, en tout cas, si on regarde les chiffres du déficit public par rapport au PIB, on dit il y a beaucoup de... le déficit public est énorme, il faut faire des plans de rigueur parce qu'il y a trop d'endettement public. Et finalement, au Japon, vous avez 8,9%. Si on fait ce ratio, hein, ce rapport entre le déficit public et le PIB, vous avez, y compris en 2011, hein, un rapport de 8,9% au Japon, 9,4% au Royaume-Uni, 10% aux États-Unis et seulement 4% dans la zone euro. Si on fait la dette publique sur le PIB, vous avez 241% au Japon. Et personne ne parle de... Enfin, on parle de la crise du Japon, mais enfin, bon, pas de la même manière que c'est une crise rampante depuis 10 ans, mais 15 ans. Mais bon, voilà, ils arrivent à vivre avec 241% de ratio dette publique sur PIB. Les États-Unis ont 108% et la zone euro n'a que 91%. Si on regarde le déficit privé par rapport au PIB, là encore, vous avez 210% au Royaume-Uni, 145% aux États-Unis, et vous n'avez que 125% dans la zone euro. Et alors c'est un autre critère, c'est en termes de couverture sociale. Si vous regardez quelle est la partie de la population qui n'a pas de couverture sociale, vous avez aux États-Unis, je crois que c'est plus que ça, que 6,3%, je pense qu'il y a une erreur, je pense que c'est plutôt 16,3%, et 4,2% dans la zone euro. Donc, d'un certain point de vue, on ne va pas si mal. À ce stade, il n'y a pas encore de crise de l'euro, il n'y a pas eu de... L'euro reste une monnaie, la deuxième monnaie de réserve après le dollar. Il n'y a pas eu de crise de l'euro comme il y avait pu y avoir une crise du franc dans les années 90. Bon. Ensuite, bon, alors, c'est vrai qu'après ça, on peut... Les chiffres sont peut-être pas si mauvais, mais la tendance est mauvaise, c'est-à-dire que ça augmente plus vite qu'ailleurs, le déficit. La dette de certains pays à l'intérieur de la zone euro, on va voir que c'est un peu le problème de la zone euro, la dette de certains pays a explosé et a beaucoup progressé. Par exemple, la dette, si on fait le cumul de la dette publique et de la dette privée, en France, elle est passée de 150% à 330% entre 1990 et 2008. Donc il y a eu une très forte progression en France. Et en Espagne, elle est passée de 120% à 360%. Donc on voit que l'évolution est mauvaise et qu'il y a certains pays qui sont en mauvaise posture. Donc, finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, il y a un problème de crédibilité des États, il y a un problème de mauvaise notation des États, encore que, finalement, le fait d'être mal noté par une agence de notation, c'est peut-être pas si important que ça dépend. Par exemple, les États-Unis, ils ont été les premiers à être dégradés, ils sont passés de AAA à combien, à double A+, ou je sais pas combien. Ouais, bon. Et l'été dernier, et la dette américaine n'a jamais été aussi faible qu'à ce moment-là. Enfin, aussi faible. Ça n'a jamais été aussi économique d'acheter de la dette américaine. Les taux n'ont jamais été aussi bas. Donc finalement,
Ils ont été dégradés, ça ne faisait pas joli dans le paysage, mais ça ne les a pas empêchés de pouvoir s'endetter à des prix très bas. De la même manière, pour la France, bon, comme l'annonce de la dégradation avait été faite longtemps à l'avance, bah, finalement, le jour où ils ont été dégradés, bon, ça n'a pas modifié le niveau auquel ils peuvent s'endetter. Mais enfin, c'est quand même, globalement, une crise de la notation des États, c'est quand même pas terrible. Il y a eu quand même l'idée, c'est pour ça que je l'avais mis en gras, qu'un ou plusieurs États européens peuvent faire faillite, ce qui était inconcevable il y a un an ou deux. Ce qu'on relève, c'est une difficulté plus grande qu'ailleurs à sortir de la crise économique. Et là, je crois que mon voisin va vous en parler beaucoup plus longuement. Et donc, ce qu'on pense, ce qu'on peut dire, et je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, c'est que ce n'est pas une crise de l'euro, mais une crise de la zone euro et de la gouvernance européenne qui conduit cependant, et c'est en ça que c'est quand même un petit peu une crise de l'euro, à s'interroger sur la viabilité de l'euro. Parce que si jamais il y a la crise la crise de la zone euro est tellement forte, eh bien, peut-être qu'un jour, il faudra sortir de l'euro, ou en tout cas, c'est la problématique qui peut se poser. Donc, alors, pourquoi cette crise ? On peut soit se dire que c'est la faute à la crise des subprimes, la crise de 2007, hein, c'est une optique. Et moi, je pense qu'il y a des causes plus profondes qui font que dans la conception même de l'euro, il y avait un certain nombre de défauts de fabrication qui font que, sans doute, il y aurait eu des difficultés de la zone euro, quand bien même il n'y aurait pas eu la crise. Ça, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, il y a à la fois un effet évident de la crise des subprimes sur un enchaînement de faits qui ont conduit de la crise des subprimes à la crise actuelle en Europe et des défauts de fabrication de l'euro. Alors, l'enchaînement des faits, eh bien, la crise des subprimes, elle a abouti, de 2007, a abouti à ce que les banques européennes ont eu de nombreuses pertes, ont été obligées de passer à son provision, qui ont fait que leurs résultats ont été moins bons, et elles ont accordé moins de crédit aux entreprises et à l'économie, de manière générale. Ce qui fait qu'il a fallu à la fois sauver les banques et faire des plans de relance, ce qui évidemment avait un impact important sur les budgets de l'État, enfin les budgets publics, ce qui a conduit à des déficits publics. Ensuite, comme la reprise n'a pas été suffisante, on a espéré que les plans de relance permettraient d'effacer le coût de ces déficits, rendraient les choses plus faciles. Finalement, on a été un peu déçus. Les déficits se sont donc installés et la dette a augmenté. Et ensuite, il y a eu à un moment donné une remise en cause du caractère soutenable de la dette dans certains pays. Ça a commencé par la Grèce, il y avait aussi l'Irlande, à peu près au même moment. Et donc, par le biais de la notation qui a été dégradée et des spreads, c'est-à-dire la différence de taux auxquels les États s'endettent, et bien à cause de ça, et le fait que les non-européens ont quitté la Grèce puis l'Europe, eh bien ça a fait boule de neige et l'ensemble des pays ont été victimes de la contagion, ce qui fait qu'on a eu ce qu'on appelle une crise de la dette publique ou de la dette souveraine dans la zone euro, et un certain nombre de plans successifs non convaincants, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de plans, de petits plans, et chaque fois on a dit c'est bon, ça va être réglé, et au 12e ou 14e plan, eh ben, la confiance est encore moins présente. Et donc, à nouveau, il y a une crise bancaire compte tenu de l'interdépendance des banques et des États. Et actuellement, une phase de rémission. J'ai mis là aussi un point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment la fin ou est-ce que ça va repartir ? C'est tout l'objet du débat de ce soir. Alors, au-delà de cet enchaînement de circonstances, de cet enchaînement de crise et de contagion, il y a quand même des problèmes inhérents à la fabrication de l'euro, enfin, ce que j'ai appelé les défauts de fabrication de l'euro. D'abord parce que la politique monétaire commune a été conçue avec une banque centrale européenne cantonnée à la stabilité monétaire,
avec ce que d'aucuns appellent le dogme de l'inflation. En tout cas, c'est vrai que les yeux de la BCE étaient rivés sur pas plus de 2% d'inflation, et l'idée qu'il n'y avait pas de prêt direct aux États. Ensuite, il n'y a pas de politique budgétaire, ni de politique économique, ni de politique fiscale commune. Et au contraire, on a fait de la déréglementation et de la concurrence fiscale, ce qui fait que ça a coûté cher en fiscalité pour certains États, parce qu'il a fallu, vu qu'il y avait de la concurrence fiscale, les recettes d'impôts directs et indirects ont été moins importantes, puisqu'il fallait faire comme le mieux-disant. Tout le monde n'a pas fait aussi bien, mais enfin, bon, il y avait une course à la réduction des recettes fiscales. Sans politique budgétaire, on peut pas lisser on peut pas faire en sorte que les économies divergentes convergent. Et sans coordination, évidemment, on peut pas faire en sorte que les États se coordonnent pour vraiment, quand l'un doit faire de la relance, l'autre peut se permettre, s'il a lui-même un certain nombre d'excédents, peut se permettre de faire une politique inverse, pour qu'au total, tout le monde n'aille pas dans le même sens. Donc il n'y a pas non plus de spécificité de la zone euro dans le fonctionnement général de l'Union européenne. Je m'explique. C'est vrai qu'il y a donc un euro, une zone euro spécifique, et pour autant, il n'y a pas plus de coordination ou de coordination entre les États de ces pays qu'entre les États de l'Union européenne dans son ensemble. Ce qui fait que ça ne pouvait pas forcément coller. Il n'y a pas de solidarité entre les États. Alors ça, c'est même inscrit dans le marbre. C'est-à-dire qu'il y a... je suppose qu'on va modifier cette règle, mais qu'à ce jour, normalement, on ne peut pas aider un État qui a des difficultés. Donc ça a été une source de grande difficulté pour les pays européens, une source de grande discussion. Ensuite, il y a des mécanismes de discipline nationale assez frustes, et on n'a pas réussi à imposer le respect des règles qui avaient été posées, donc les 3% et les 60%, personne n'a réussi à les imposer. Je ne dis pas qu'il fallait le faire, hein, mais en tout cas, dès lors qu'on a une règle, normalement, il faut des sanctions efficaces pour les faire respecter. Et là, les États se sont rendus service mutuellement, ont préféré accepter d'être laxiste à l'égard de chacun d'eux. Chacun a essayé de tirer sa carte et de dire, écoutez, moi j'ai besoin qu'on soit lénifiant, qu'on soit, tolérant avec mes propres déficits. Je serai tolérant avec les déficits des autres, plutôt que de choisir de faire respecter les règles. Et ensuite, dans les atouts même de l'euro, il y avait, et qui ont été effectivement un succès, hein, il y a, à savoir la crédibilité de la politique monétaire et la disparition des taux de change. Ça, c'était les points positifs de l'euro, et c'est ça qui a généré un certain nombre de difficultés. Pourquoi ? Parce que la crédibilité de la politique monétaire a fait que, du coup, les taux d'intérêt ont été très bas, et que les pays se sont très très largement endettés, ce qui est un des soucis actuels. Et de la même manière, la disparition des taux de change a fait qu'il n'y a pas eu il y a eu d'énormes mouvements entre les États, que les capitaux ont pu circuler d'un État à un autre, mais comme il n'y a pas eu à côté de ça de politique commune et qu'on ne s'est pas assuré que les capitaux seraient utilisés à des choses productives, chaque État s'est développé selon ses propres souhaits, c'est-à-dire qu'on a fait des choses pas forcément très, très productives à terme, comme on a fait de l'immobilier en Espagne, et en Grèce on a dû faire du tourisme, mais c'est pas ça qui génère la croissance de demain. Donc c'est vrai que cette idée, elle a été beaucoup développée par Mathieu Pigasse dans son livre, que la crise était contenue dans les atouts même de l'euro, mais je pense que c'est une idée très intéressante et sur laquelle j'espère que vous me donnerez votre sentiment. En tout cas, le résultat de tout ça, c'est que, alors qu'on cherchait à faire converger les économies, que c'était même un principe de base
de la construction européenne, on a abouti à une divergence et à deux Europes, l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Donc les slides suivants vont simplement avoir pour objet de vous les montrer en graphique. Donc voilà, la divergence des taux d'intérêt dont je vous parlais. Il y a eu d'abord une convergence, c'est-à-dire qu'effectivement, jusque-là, avant l'euro c'est là, l'introduction de l'euro. Avant l'euro, il y avait des taux d'intérêt différents selon les économies. L'Allemagne, la Grèce, elle avait des taux d'intérêt très élevés, et l'Allemagne, qui doit être là, voilà, avait des taux d'intérêt faibles, moins faibles que vers 2003-2004, mais faibles. Donc on voit que voilà, c'était des économies différentes avec des taux d'intérêt auxquels les États respectifs s'endettaient, différents. Et puis grâce à l'euro, grâce ou à cause, parce que maintenant on a des visions différentes sur ça. Certains disent le marché n'a pas bien fonctionné puisque le marché a été myope et n'a pas vu qu'il y avait toujours des différences entre les États. Il aurait dû comprendre que les États n'avaient toujours pas convergé et donc il aurait dû maintenir des différences. Et la courbe jaune aurait dû toujours être au-dessus de la courbe rouge. En même temps, sur le moment, tout le monde était content que ça marche comme ça. D'abord, les États étaient contents et je pense que les marchés étaient satisfaits et tout le monde a été dans le même sens, c'est-à-dire se dit, puisqu'il y a création de l'euro, que l'euro a pour vocation de faire converger les économies, il n'y a pas de raison que les taux soient différents. C'est une seule et même monnaie, donc normalement, il y a un seul et même taux d'emprunt des États. Et donc, pendant toute cette période, ça a convergé. Et depuis la faillite de Lehman Brothers, vous voyez, ça a commencé à diverger. Bon. Au début, gentiment, et puis après, il y a eu, vraiment en 2011, il y a eu une divergence. Donc, ce tableau, ce graphique, voilà, il parle de lui-même. Donc, qu'est-ce qui a divergé aussi ? Les taux de chômage au sein de la zone euro. Vous voyez en bleu le Nord, donc c'est l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique et la Finlande. Ah. Ouais, d'accord. Alors je pourrais. Donc la courbe bleue, c'est les pays du Nord, et la courbe rouge, orange, c'est les pays du Sud. Donc vous voyez que vers 2005-2006, les taux de chômage ont convergé et qu'à nouveau, ils ont divergé par la suite. Alors celui-là, il est un peu moins bien fait parce que je l'ai récupéré récemment, on ne l'a pas refait. Mais voilà la balance courante au sein de la zone euro, donc les exportations, les importations. Donc vous voyez que le Nord, alors là pour le coup, ça a bien divergé depuis 2001. Le Nord est en haut et le Sud est en bas. C'est logique. La valeur ajoutée dans le secteur manufacturier au sein de la zone euro, pareil. Le Nord est au nord et le Sud est au Sud. La dette publique, on voit la divergence à partir de 2008. Donc les deux courbes sont parallèles au départ, avec une légère convergence entre 2005 et 2007, et puis à nouveau une divergence. Et donc ce qu'on a vu, c'était donc les divergences entre les États. Il n'empêche qu'il y a quand même, c'est un autre phénomène sur lequel je veux attirer votre attention, interdépendance et intégration. Ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'il y a divergence et que ça nous pose de graves difficultés qu'il n'y a pas interdépendance et intégration, qui sont à la fois positifs et négatifs. Alors, l'interdépendance, l'intégration économique et financière s'est développée, incontestablement. Il y a de plus en plus d'échanges commerciaux entre les États européens. J'ai quelques chiffres par ici. Et évidemment, l'intégration financière s'est également accrue. Comment est-ce que ça peut se mesurer ? Eh bien, sur les 50 000 milliards d'euros d'actions et d'obligations détenues, d'obligations qui sont situées en Europe, il y en a 40 000 qui sont détenus par des investisseurs européens et 10 000 milliards d'euros, toujours, par des non-européens. Donc on voit bien que l'essentiel des échanges, de la possession d'actions et d'obligations se fait à l'intérieur de l'Europe. C'est vrai aussi des emprunts d'État. Les emprunts d'État, ils sont détenus essentiellement par d'États européens, essentiellement par les autres
par les banques des autres États européens. Et alors là, pour le coup, il y a un autre élément qui va peut-être dans l'autre sens, mais qui est un peu embêtant, c'est que maintenant chaque État, les banques d'un même État détiennent majoritairement la dette de leur État. Ce qui fait que ça pose des problèmes, c'est-à-dire que quand vous avez un État qui va pas très bien, ces banques vont mal aussi. Et donc, les banques ne peuvent pas lui venir en aide. Il faut, du coup, que l'État aide à la fois, s'aide lui-même et aide les banques de sa circonscription. Et ensuite, deuxième élément de la notion d'interdépendance et d'intégration, c'est qu'il y a donc des effets de contagion très forts. Donc c'est ça l'aspect très négatif, c'est que, voilà, ce que je vous disais sur l'endettement et le déficit, il y a des effets boule de neige, il y a des facteurs de fragilité qui s'entraînent les uns et les autres. Alors, cette interdépendance et cette intégration est malgré tout un facteur d'espérance, selon moi, parce que justement, c'est ce qui fait que sans doute, on ne va pas détruire la zone euro ne va pas éclater comme ça, parce que tout le monde a intérêt à maintenir l'euro. Alors, sur les solutions, si je peux me permettre, je propose qu'on passe relativement rapidement, parce que nous parlons depuis 25 minutes à peu près, et il faut qu'on passe au reste. Mais comme vous êtes resté sur l'espérance, je trouve que c'est très bien. Donc je vous propose de donner un ou deux éléments de solution. D'accord. Et puis on passe à... Je vais aller très vite. Bon, donc il y a plein de gens qui se sont posé la question de savoir ce qui se passerait si l'euro éclatait. Donc il y a plein de chiffrages qui ont été tentés sur le sujet. Tous aboutissent à des visions catastrophistes. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui sont pour la sortie de l'euro, alors soit la sortie de l'euro de certains pays, la Grèce par exemple, soit la sortie de l'euro d'un pays comme la France. Il y a des Français qui disent qu'il faudrait sortir de l'euro, on n'a rien à y faire. Et beaucoup de gens estiment que ce serait pas une bonne chose. Il y a quand même plus de gens qui pensent que ce serait une mauvaise chose que de gens qui pensent que ce serait une bonne chose. Et les Français, dans le cadre d'un sondage qui a été rendu public très récemment, estiment à 63% qu'ils aimeraient mieux que l'euro n'éclate pas. Donc ça, c'est positif. Deuxième chose, il y a d'autres personnes qui pensent que le dispositif qui a été mis en place récemment suffit et qui va porter ses fruits. Alors, je vous passe le dispositif, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais en tout cas, entre la politique conventionnelle et la politique non conventionnelle de la BCE, si ça vous intéresse, on pourra répondre à vos questions sur le sujet, sur l'ensemble des mesures prises par la BCE pour soutenir les banques. Ça, plus l'argent, les prêts qu'on donne aux États qui sont en difficulté, plus les réformes européennes pour la stabilité financière, dont parlera M. Martin Marlin, plus les réformes institutionnelles récentes avec le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Bon, la plupart des gens, enfin beaucoup de gens, pensent que ça suffit. Et puis il y a un troisième type de personnes qui pensent qu'il faut faire plus d'Europe pour sauver l'euro, qu'il faut aller dans la voie de l'intégration. Il y en a un certain nombre et d'éminents. Il y a des gens comme celui que je vous citais tout à l'heure, Mathieu Pigasse. Il y a aussi M. Agliettage. Il y a peut-être M. Cartapani, je ne sais pas. Il y a M. Pisani-Ferry. Enfin bon, il y a beaucoup de gens qui estiment qu'il faut plus d'Europe pour sauver l'euro, mais pas n'importe quelle Europe. Donc ça, on pourra en parler tout à l'heure. Et je pense que je vais laisser la place tout de suite à M. Cartapanis.